Bonjour et bienvenue au tout nouvel épisode du balado Affaires d'État des collines aux tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Je suis Guillaume Rousseau, professeur de droit et directeur de ces programmes, et je suis accompagné par Héloïse Desaulniers-Goulet, étudiante de deuxième année au baccalauréat en droit. Bonjour Héloïse. Bonjour professeur Rousseau et bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous recevons la professeure Catherine Côté, professeure agrégée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. La professeure Côté effectue ses recherches principalement dans le domaine des communications politiques, de l'analyse de discours et du comportement politique. Plus particulièrement, elle s'intéresse à la dynamique politique média, à la participation politique et bien sûr à la politique canadienne québécoise. Donc, c'est vraiment la personne à recevoir à quelques semaines du déclenchement des élections québécoises qui auront lieu cet automne. Donc, bonjour professeur Côté et bienvenue à Affaires d'État. Oui, bonjour. Donc, avant d'aborder ce qui a trait vraiment à la communication politique aux élections québécoises qui s'en viennent, commençons, si vous le voulez bien, là, par votre parcours professionnel. Donc, pouvez-vous nous résumer un peu votre parcours académique et professionnel des dernières années? Oui, bon, j'ai fait beaucoup de choses, mais pour résumer ça, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal. Par la suite, déjà dès la maîtrise, je me suis intéressée beaucoup aux médias. Et ça, c'est justement parce que, à un moment donné, on avait le premier ministre qui était venu à l'Université de Montréal faire une déclaration et il y avait toute la conférence de presse tout de suite après et on m'avait même interviewé dans ce cadre-là alors que j'avais aucun rapport dans la situation. Et ça m'a fait me poser plein de questions sur les médias, sur le fonctionnement. Comment ça se fait que quelque chose qui n'est pas nécessairement d'intérêt public va faire la nouvelle, d'autres fois c'est plutôt l'inverse, etc. Fait que dès ma maîtrise, j'ai commencé à travailler sur les médias avec un œil politique et c'est ce que j'ai continué au doctorat. J'ai fait mon doctorat en Political Studies, donc à l'Université Queen's. Ça, c'est à Kingston, en Ontario. Donc, j'ai fait ça. À l'époque, on appelait ça la politique canadienne, bien sûr, mais je faisais aussi politique comparée. Donc, dans ce cadre-là, j'ai beaucoup travaillé aussi France, États-Unis, mais toujours avec l'optique de travailler comportement politique, opinion publique, beaucoup la propagande également, donc le rapport aux médias. Donc, c'est un beau tour de jardin qui m'a amené finalement à me retrouver chercheur invité à l'Université de Montréal dans la chaire d'études de politique et économique américaine. Donc, parce que justement, j'avais travaillé sur les États-Unis lors de mon doctorat. Et tout de suite, j'étais très chanceuse. J'ai obtenu un poste à l'Université d'Ottawa en politique canadienne. Et j'ai vu l'offre d'emploi à l'Université de Sherbrooke quelques années plus tard. Et je suis littéralement tombée amoureuse de ce programme-là, donc de l'École de politique appliquée. Pourquoi? Parce que, enfin, on faisait de la science politique comme j'avais toujours rêvé d'en faire, c'est-à-dire d'être dans le concret, dans le réel, de voir les théories, mais de les tester également. Donc, là, j'ai eu un coup de cœur et je me suis retrouvée donc professeure ici et je le suis depuis cette période. Et une des choses sur lesquelles vous travaillez à titre de professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, c'est sur le nouveau programme de deuxième cycle en droit et politique appliquée de l'État. On est vraiment très, très content de compter sur votre collaboration parce que c'est vraiment un projet et de la faculté de droit et de l'École de politique appliquée. Donc, vraiment, ça nous prenait quelqu'un comme vous et on vous remercie beaucoup pour votre implication dans ce projet. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de vous entendre un petit peu là-dessus. Quelle est votre implication, justement, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, peut-être votre implication dans ce projet de diplôme de deuxième cycle et de micro-programme en droit et politique appliqué de l'État et peut-être nous dire un petit peu comment se situe ce programme-là dans les différents programme de deuxième cycle où les diplômés d'un bac en politique peuvent avoir accès. Donc, il y a différents choix qui s'offrent aux diplômés du premier cycle en Sciences Po. Notre programme de deuxième cycle en droit et politique s'ajoute à cette offre-là. Donc, peut-être quelques commentaires là-dessus également. Oui, bien, en fait, j'ai presque envie de dire que c'est une suite logique. Déjà, on est l'École de politique appliquée. On est très impliqués, justement, dans l'idée où il faut absolument que dans toutes les sphères de nos programmes, on va rendre ça concret. Donc, on va rendre l'expérience concrète. Et en plus, on avait déjà un intérêt réel pour le droit, parce qu'on a déjà les programmes à la fois au bac et à la maîtrise avec un cheminement en droit. Et en plus, on avait le programme du DIPIA, qu'on appelle, qui est en droit et politique internationale. Et ça, c'est un très grand succès. Et c'est vraiment un programme qui est à mi-chemin en droit et l'École de politique appliquée. Et c'est un très grand succès. Les gens, le taux de placement est incroyable là, à la fin de ça. Donc, cette expérience-là était formidable. Mais il y avait
j'ai envie de dire, il y avait un trou béant. C'est-à-dire, le trou béant, c'est que c'est bien beau l'international, mais en fait, beaucoup de nos finissants vont se retrouver à travailler ici et vont travailler comme fonctionnaires, vont travailler pour l'État en tant que tel, d'une manière ou d'une autre. Et ce service public-là, donc ce service de l'État, ça manquait parce que, oui, les gens vont avoir une formation soit en sciences politiques, soit en droit, mais d'avoir la jonction des deux qui permet d'avoir les compétences requises pour comprendre l'autre aspect qui est si important, que ce soit le droit ou la science politique, et d'avoir une expérience pratique de la chose. Ça, il y avait vraiment, c'est cruellement, ça manquait. Ça manquait dans tous les programmes. Puis nous, je trouve que c'était un peu une suite logique dans ce qu'on faisait déjà, d'apporter notre expertise de ça, mais surtout de s'allier avec droit. Donc, pour avoir vraiment la jonction de ces deux grands champs de compétences-là, mais de connaissances également. Fait que je suis quand même assez fière qu'on ait réussi à monter ça aussi rapidement. Et mon implication, c'est tout simplement que je suis un petit peu le pendant, si on peut dire, la représentante au niveau de l'École de politique appliquée pour les programmes. Super. Donc, passons maintenant au vif du sujet, la communication politique. Premièrement, pour mettre en contexte un peu les auditeurs, auditrices, commençons par comprendre vraiment le concept de la communication politique, désolé, en général, ses formes. Donc, pouvez-vous nous la décrire, nous donner des exemples de celle-ci? La communication politique, là, si on résume ça là, assez grossièrement, c'est vraiment toute la façon dont on va utiliser le discours d'une manière ou d'une autre, puis le discours au sens large, pas nécessairement un discours écrit, mais l'image, la représentation des hommes politiques sur la scène publique. Donc, comment ça va se manifester? Donc, on va étudier ça. Donc, il y a à la fois les gens qui vont l'étudier pour être experts en communication politique, pour aider les politiciens, mais il y a aussi ceux qui vont l'étudier pour comprendre les mécaniques derrière. Puis là, on peut ajouter ça de manière beaucoup plus large et aller là jusqu'à même ce qui va toucher souvent la communication politique, c'est un champ du comportement politique. Donc, on va toucher à la participation, au comportement, pourquoi les gens agissent comme ça. Il y a même d'ailleurs beaucoup de psychologie là-dedans. Pourquoi les gens vont réagir de telle manière à un tel discours plutôt qu'un autre, comment ils vont être influencés. Donc, ça peut aller de manière très large, la communication politique. Pour certains, même, ils vont associer le mot communication politique carrément au mot propagande. Propagande au sens noble du terme, c'est-à-dire de faire persuader des gens avec un discours, donc pas nécessairement les manipuler, là, on n'est pas rendu là, je vous rassure, mais il y a toute cette idée-là, donc d'influence, donc comment aller chercher l'adhésion des gens à un sujet, à un projet, et c'est tout l'art qu'il y a derrière ça. C'est pas pour rien qu'en communication politique, le mot communication est important, et qu'on va avoir des gens qui vont être spécialistes de ça, mais dans le domaine de la communication. Moi, ce qui va toujours intéresser plus, c'est le domaine de la politique, mais bien sûr, on va avoir des gens qui vont faire ça, et souvent, même, on va même parler de marketing politique aussi. Donc, ça peut aller... il y a vraiment des champs de spécialisation là, dans ce grand domaine-là. Super. Donc, selon vous, dans un autre angle total, là, comment la communication politique influence l'opinion publique? Ah, bien, à plusieurs égards. Et c'est tout à fait dans le vif du sujet parce que, justement, l'opinion publique, en fait... Je vais revenir à la base, c'est-à-dire que dans une démocratie, on suppose que pour pouvoir faire un choix en différentes options, il faut pouvoir les connaître, il faut avoir des informations sur ces choix-là. Donc, la minute qu'on part avec cette prémisse-là, c'est-à-dire qu'on a à la fois tous les acteurs politiques qui vont devoir présenter leurs options, les faire connaître, mais ça va, si on est juste un petit groupe de 15-20 personnes, ça va, tout le monde va pouvoir se parler. Mais dès que vous parlez d'une grande société, ou même d'une grande ville, tout simplement, tout de suite, là, c'est plus compliqué de rejoindre l'ensemble des gens. Et là, pour plusieurs, les médias, par exemple, sont venus prendre une grande place de cet auditoire-là. Donc, comment on va faire pour s'informer sur la politique? Nous, on ne peut pas le faire personnellement. On travaille, on fait plein d'autres choses. Et c'est les médias qui vont nous transmettre l'information en tant que telle. Donc là, il y a un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a les médias eux-mêmes qui vont nous influencer, même si ça va être de l'information en tant que telle. Ils vont nous influencer aussi par l'opinion, tout ce qui est chroniqueur, etc., ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Puis il y a bien sûr aussi les messages politiques eux-mêmes, mais on peut ajouter à ça plein d'autres couches. Donc, la communication politique, ça peut même être toute l'influence culturelle, c'est-à-dire les émissions qu'on va écouter. Ça a l'air tout bête, mais par exemple, on se rend compte que dans toutes les sphères de la société, la sphère politique est très peu représentée dans les téléromans, dans les films, et quand elle est de manière très négative,
penser à House of Cards. Bon, c'est pas exactement ça qui va donner le goût de la politique. Et c'est un petit peu ça aussi, parce que ça nous influence aussi. Donc, ça va nous donner une image de la politique. Donc, oui, la communication politique, c'est au centre de tout en ce qui a trait à l'opinion publique. C'est vraiment au cœur. Même des fois, je fais la blague, je peux savoir les médias que vous consultez avec l'opinion que vous avez, parce que c'est à ce point-là. On voit, tu sais, à l'époque, on disait, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Mais là, c'est vraiment quels médias vous consultez. C'est vraiment ça qui va faire qui vous êtes, vos opinions, où vous allez aller avec ça. Donc oui, c'est central. Donc c'est vraiment, les deux sont complètement liés. Parfait. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer l'enjeu de la faible participation électorale aux élections? Comment on peut l'expliquer? Quelles sont les solutions? Surtout en ce qui a trait à la communication politique, qu'est-ce qui peut hausser le taux de participation? Oui, c'est tout un enjeu, la participation politique, parce que ça dépend comment on la définit et ça dépend aussi jusqu'à quel point on met la participation électorale là-dedans. Je m'explique. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'effet cycle de vie. L'effet cycle de vie, c'est habituellement quand on est jeune, on va moins voter. OK? La politique nous intéresse, mais pas nécessairement au point d'aller voter. Autrement dit, on peut avoir une participation politique, mais pas nécessairement électorale. Par contre, plus on vieillit, plus cette participation-là devient surtout électorale. Beaucoup moins politique, donc beaucoup plus électorale en tant que telle. Et souvent, ça correspond au fait d'avoir des enfants, de payer des impôts, etc. Donc, plus on a de responsabilités, plus on vieillit. Et ce qui fait en sorte que plus on vieillit, plus on va voter. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a même des bureaux de vote dans les centres pour personnes âgées. C'est exactement pour ça, parce que vraiment, là, ils vont être presque pas impliqués au point de vue de la participation politique, mais au point de vue participation électorale, elles vont toutes aller voter, ces personnes-là. Donc, c'est très particulier. Ça, c'est l'effet cycle de vie. Mais l'effet cycle de vie a toujours été comme ça. On l'avait toujours perçu comme ça depuis les années 60. Et là, on s'est rendu compte qu'avec ce qu'on a appelé la génération X, ils étaient jeunes. Bon, ils allaient moins voter. C'était un peu normal. C'était l'effet cycle de vie. Et là, à un moment donné, ils vieillissent et ils ne vont pas tellement voter davantage. Et on se rend compte que l'ensemble de la population vont un peu moins voter également. Donc là, on s'est mis à pérorer un peu là-dessus. Mais qu'est-ce qui explique ça? Puis c'était la grande question. On a même accusé les médias. On a dit que c'est de la faute des médias, entre autres la télévision, parce que c'est toujours une lecture très cynique de la politique dans les médias, un peu comme je disais, les séries qu'on voit, etc. Mais même dans le discours journalistique lui-même, c'était très cynique, très critique à l'égard des politiciens. Et en fait, on s'est demandé si c'était pas typique de cette génération-là qui se voulait elle-même cynique, la génération X. Mais la génération X, bien, elle aussi, hein, elle est devenue un peu plus vieille et elle a un petit peu comblé ce retard-là. Donc là, elle va voter davantage et on suppose aussi qu'elle va voter davantage parce qu'elle est plus impliquée en politique active. On voit là, présentement, on a des gens dans les ministères des premiers ministres qui sont de cette génération X-là. Mais elle n'était pas présente au début, mais là, maintenant, elle commence à l'être. Et là, dernière question qu'on se pose, qu'est-ce qui va arriver avec les générations plus jeunes? On est un petit peu inquiet pour les générations plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'ils soient beaucoup plus politisés. Là, vous allez me dire, bien, c'est une bonne nouvelle. Mais pas nécessairement. Ils sont plus politisés, mais ça ne les amène pas nécessairement à voter. Voyez-vous ici la grande nuance, donc, entre la participation électorale et une participation politique. Pour certains, puis dans les questions qu'on demandait, dans des enquêtes qu'on faisait, le fait d'acheter un café équitable, par exemple, c'était un geste politique. Mais ils n'allaient pas nécessairement voter. Donc, vous voyez, ça veut dire que pour eux, ils ont une implication politique réelle. Puis pour certains aussi, le fait de discuter sur les médias sociaux, entre autres, ils ont l'impression qu'il y a une participation politique. Oui et non, c'est-à-dire qu'ils participent de l'espace public ou du discours ambiant, mais de ne pas aller voter, évidemment, ils n'ont pas nécessairement le dernier mot sur qui sera élu ou pas. Fait que c'est un petit peu ça. Donc, comment la communication politique? Bien, c'est beaucoup les médias, bien sûr. Je disais un peu l'influence culturelle. C'est sûr, s'il y avait une revalorisation du politique à l'écran, ne serait-ce que de voir des gens qui sont militants dans des téléromans ou dans des séries. Déjà, ça vaudrait la peine. Donc, pas une lecture que cynique, mais également, il y a beaucoup à miser sur l'éducation. C'est-à-dire que si on met un petit peu des mises en contexte, justement, faire voter les jeunes dans le contexte d'élections de classe ou de s'intéresser tout simplement à une élection en cours et de faire un vote auprès des jeunes, etc. Donc, de leur faire comprendre comment fonctionne le
système, on voit que ça a beaucoup plus de résultats que de faire des campagnes médiatiques ciblées, de faire des publicités qui, finalement, surtout les jeunes, bon, ils n'écoutent plus la télévision, donc il faudrait vraiment que ça soit ciblé sur des médias sociaux, mais sur lesquels, donc, vous voyez, ça commence à être un petit peu complexe, alors qu'on se rend compte que faire des activités très concrètes, un petit peu comme nous avec notre programme, justement, on est beaucoup dans le concret, bien, ça fonctionne. Les gens se sentent interpellés, puis de l'avoir fait déjà plus jeune, fait en sorte que, bien, on sent que ce citoyen, de ce sentiment de devoir citoyen qu'on appelait, bien, il se concrétise réellement. Les gens l'ont vécu, puis se sentent interpellés par ça. Donc, c'est mieux ça que de les faire voter juste pour Star Academy, par exemple. Donc, il y a vraiment, au moins, on comprend le système, on comprend les enjeux derrière. Même certains vont se poser des questions sur le fait d'abaisser l'âge du vote. Est-ce que ça pourrait être un lien avec ça? Oui et non. C'est-à-dire que oui, si c'est encadré justement au point de vue scolaire où on a déjà des événements dans le cursus qui vont faire référence à ça, qui va faire en sorte que quand ils vont arriver à cet âge-là, ils vont connaître les institutions, ils vont savoir à quoi s'en tenir. Là, oui, là, effectivement, là, ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Mais effectivement, il ne faut pas les lâcher, autrement dit. Là. Et là, c'est un petit peu le problème, c'est que en tant que tel, au point de vue communication politique, ils sont un petit peu laissés pour compte. Là. Donc, on ne se préoccupe pas tant que ça, de faire une continuité pour leur devoir de citoyen, donc ce qu'ils vont devoir faire, leurs obligations, leurs responsabilités par rapport à ça. Donc, ce sujet de la participation électorale nous mène naturellement à notre prochain sujet, qui est les élections qui s'en viennent dans quelques semaines. Donc, nous sommes au mois d'août pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. Et donc, les élections approchent. Et évidemment, c'est toujours risqué de faire des prédictions en politique. S'il y a bien quelque chose d'imprévisible, c'est la politique. Mais malgré cela, je vous invite à faire un petit peu peut-être de prédictions en nous disant, selon vous, quels pourraient être les grands enjeux de cette prochaine campagne électorale? Est-ce que déjà on peut spéculer sur quelle pourrait être la question de l'urne ou est-ce qu'il n'est pas trop tôt peut-être pour le faire? Trop tôt? Ben, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que souvent, les partis ne vont pas nécessairement... Eux, ils ne fonctionnent pas par enjeu, OK? Eux vont fonctionner par positionnement. OK? Où ils vont se situer. Là, eux, là, ils voient là, tous les électeurs. Et pour chacun des partis, puis ça, c'est beaucoup le comportement politique, c'est souvent ça, là, c'est que chacun des partis va vraiment avoir des clientèles électorales. Hein. C'est bien dommage, on est obligé d'utiliser ce terme-là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce sont comme des clients, autrement dit. Donc, on va les répartir par groupe et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va interpeller chacun de ces groupes-là. Et chacun des partis doit se positionner par rapport à ça. Hein, ils ont une base de gens qui ont tel type de valeur, croient en tel type d'éléments. Et donc, on voit ça. Souvent, les partis vont faire ce qu'on appelle des focus groups, donc des groupes de discussion pour aller un petit peu plus en profondeur pour chacune de ces tranches-là, de ces groupes-là qui ont été ciblés auparavant. Et pour chacun, on va arriver avec une certaine forme d'offre. Et là, le piège, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs lors des dernières élections québécoises, le piège, c'est que tous les partis sont tombés là-dessus et on décide d'offrir une espèce de truc à la carte un peu, où chacun avait plein de petites options. Bon, ben on va avoir tel petit aspect qui va vous intéresser, etc. Des lunchs, oui. et tous ces aspects-là étaient très intéressants, fort probablement, mais ça faisait toutes des petites mesures concrètes qui, finalement, pour un électeur, on s'y perdait parce qu'on savait même plus quel parti offrait ça, en fait, et ça s'éloignait beaucoup des raisons pour lesquelles les gens vont voter fondamentalement. Et pourquoi les gens vont voter? En fait, ça tient à très peu de choses. C'est pas des éléments de programme. Désolée, là, je sais que je fais de la peine à bien des gens, mais c'est pas des enjeux nécessairement. C'est beaucoup plus une question de valeur, premièrement, et surtout, le mot-clé, il y en a un seul à retenir, c'est le mot confiance. En qui on va faire confiance? Souvent, faire confiance pour mettre de l'avant nos valeurs, faire confiance pour mettre de l'avant un programme qui nous ressemble, etc. Mais vous comprenez que le mot-clé derrière est ça. Donc là, ici, qu'en est-il pour cette élection-ci? Bien, justement, il y a un positionnement. On l'a vu, c'est quand même assez clair. Ça fait déjà un bon bout de temps que le parti de la Coalition Avenir Québec se positionne sur le nationalisme. Depuis qu'il s'est positionné
et là-dessus, ça va bien. Donc, il a vu là, que c'était gagnant en tant que tel et il se positionne par rapport à ça. Et à l'inverse, Parti libéral, qui a complètement délaissé ce champ-là, justement, perd des plumes. C'est beaucoup plus difficile, doit se recentrer sur certains groupes, donc entre autres auprès des anglophones. Mais même là, c'est pas si facile que ça. Donc, même s'il y a certaines clientèles qui sont plus proches que d'autres. Alors là, ce qui va être l'avantage de la Coalition Avenir Québec ici, c'est que c'est un gouvernement qui est au pouvoir. Et quand on est au pouvoir, soit on traîne un boulet ou soit on traîne un bilan positif. Dans le cas de la CAQ, est-ce que c'est positif ou négatif, la gestion de la crise, de la pandémie? Bon, ça reste, on pourra en discuter. Mais ce qui est indéniable, puis ça, c'est pas le fait de la CAQ, c'est le fait de tous les gouvernements au pouvoir. Quand on est un gouvernement au pouvoir et que pendant la période pendant laquelle on a été au pouvoir, les nouvelles ont été plutôt bonnes au point de vue économique, où on a pu faire la démonstration qu'on avait bien géré au point de vue économique, les gens ont tendance à reporter au pouvoir cette personne-là. Ce gouvernement-là, pardon. Donc, et c'est très particulier. Et fait que ça, je dis, là, il y a une conjoncture où vous avez la CAQ qui a ça, qui est un avantage pour n'importe quel parti, n'importe où dans le monde, d'avoir, au point de vue économique, un avantage certain. Donc, on peut supposer réélection pour ça. Alors, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est rester, comme on dit, on parle pas trop, on met pas trop de l'avant de nouveaux enjeux, parce que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est on veut pas perdre des acquis. Essentiellement, c'est ça. Et c'est un petit peu pour ça, probablement que ce ne seront pas eux qui vont me faire de la place aux enjeux. Fait qu'est-ce qui reste? Il reste les autres partis. Le Parti libéral va devoir faire quelque chose pour se repositionner. Comment va-t-il le faire? Ça pourrait être sur la langue. Est-ce qu'il va essayer de récupérer le nationalisme? Ça m'étonnerait beaucoup parce que là, il ne reste plus beaucoup de place, mais bon, on pourra le voir. Est-ce qu'il va se repositionner sur un axe gauche-droite? Ça pourrait être une possibilité. Donc, ça se peut qu'on parle un petit peu plus soit d'économie ou de réinvestissement au point de vue social. En ce qui a trait à Québec solidaire, même chose. Peut-être qu'ils vont se positionner davantage là. Probablement qu'ils vont mettre de l'avant l'environnement, parce que depuis quelques élections, l'environnement revient sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce qu'avant, l'environnement, ça a toujours été là, en fait, l'environnement. Mais c'était jamais l'élément qui faisait que les gens allaient sortir et allaient voter. Surtout parce que l'environnement était très associé aux jeunes. Puis souvenons-nous ce qu'on a vu tout à l'heure, les jeunes, effet cycle de vie, ils vont pas voter. Fait que c'était pas très gagnant de mettre ça de l'avant. Par contre, Québec solidaire, une bonne partie de leur électorat est justement jeune. Donc, probablement qu'ils vont miser là-dessus. Donc, ici, on peut supposer quelques enjeux comme ça. Est-ce que ce sera ça, l'enjeu de l'urne dont on parlait tout à l'heure? Probablement que ça va être beaucoup plus le nationalisme, l'enjeu de l'urne ici, parce que ça va être, est-ce qu'on continue? Puis d'ailleurs, on l'a vu dans l'espèce de pré-campagne qu'ils ont commencé à faire. On revient sur le bilan, on revient sur regarder, ça a bien été. On prolonge, hein? Donc, on a un petit peu l'idée de prolonger. On veut pas trop changer les choses. Puis j'ai l'impression que le message est moins le nationalisme que, regardez, ça va bien, on a un beau train, on veut pas que ça déraille, on va continuer comme ça. Et ça fait en sorte qu'il s'éloigne aussi de ce qu'on avait comme axe auparavant, qui était fédéraliste ou souverainiste. Là, c'est un petit peu, on est entre les deux, ça va bien, misez sur nous. C'est très étrange comme message, mais ça peut agir, nous on appelle ça souvent un petit peu comme un effet clivant, donc dire, bon, écoutez, les autres sont campés d'un côté, les autres sont campés de l'autre, nous on est comme le juste milieu, donc choisissez-nous. C'est un petit peu le message qui va être passé. Donc, ça ne sera pas tant un enjeu en tant que tel qu'un positionnement, somme toute assez probablement tranquille du point de vue de la CAQ. Eux, ils ne veulent pas miser sur d'autres enjeux. Puis, en tant qu'expert en communication politique, c'est probablement ce qu'on leur suggérerait. Là. Arrivez pas trop avec des nouvelles choses. vous allez tout enlever, le reste de ce que vous avez fait. Là, ça peut se retourner contre vous. Alors, merci pour cette réponse. Une réponse qui n'était pas une réponse de politicienne, puisque vous avez vraiment répondu à la question pour poursuivre, évidemment, avec les petites remarques, les petites réflexions qu'on a parfois critiques à l'égard de la politique, même si on l'aime beaucoup. Alors, merci d'avoir vraiment répondu à la question et de ça de manière assez audacieuse, en prédisant une possible question de l'urne autour du nationalisme. Donc, ce sera à suivre au mois de septembre. Et ça me mène peut-être à une autre audace que je vais vous demander, en sortant peut-être un petit peu de votre zone de confort, parce qu'on le sait,
spécialité. Vous êtes politologue et si on s'en doutait, on l'a vu au cours des dernières dizaines de minutes où vous nous en apprenez beaucoup sur cette science politique. Mais je vous amènerai peut-être sur un autre terrain qui est celui des communications, qui reste votre champ d'expertise, mais peut-être en lien avec le droit. Parce qu'on sait que dans le programme de droit et politique appliqué de l'État, on verra des communications politiques, on verra donc il y aura des simulations autour de communication sur des éléments plus politiques, comme des simulations parlementaires, mais il y aura également de la communication, peut-être politique au sens large, mais autour d'éléments davantage associés au droit, que ce soit un procès ou quoi. Fait que je voulais peut-être un petit peu vous entendre là-dessus de manière générale sur les communications autour du droit, du monde judiciaire en général et dans le cadre du programme de deuxième cycle en droit et politique appliqué de l'État. Oui, bien, en fait, on a tendance à négliger l'importance des communications puis des médias en général dans un processus même d'adoption d'un projet de loi, etc., alors que tout est là. C'est-à-dire que tout s'est passé sur la place publique et tout va continuer de se passer sur la place publique. Et souvent, on a l'impression même que les acteurs politiques se trouvent être à la fois en réaction et à la fois sur le qui-vive, même sur la sellette. Comment ça va être pris, comment ça va être perçu. Et tout ça, ça se joue évidemment sur la place publique. Puis qui dit place publique dit pas 2-3 personnes qui discutent, dit bien sûr des leaders d'opinion, dit les médias, dit tous les gens qui vont s'emballer autour de ça ou au contraire qui ne s'emballeront pas. Donc des fois on peut profiter d'un bon momentum, même des fois les gens vont dire ils ont profité qu'il se passait telle autre affaire pour arriver un peu en douce avec un truc un peu plus controversé. Effectivement, certaines choses des fois passent et comme on dit souvent l'expression, ça passe un peu sous le radar là, et c'est tant mieux parce que justement ça serait être un peu moins controversé pour ceux qui veulent le mettre de l'avant. Le fameux communiqué de presse à 4h30 le vendredi, donc un vieux truc de politique quand on veut que ça passe inaperçu. Exactement, mais ça c'est à la fois intangible, donc on ne peut pas mettre le doigt exactement sur pourquoi ça fait ça, mais en même temps, il y a une façon un petit peu d'appréhender ou de supposer comment ça peut se passer. Et ça, c'est important un peu pour justement le programme, nous, ce qu'on va avoir, puis ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est montrer, bien regardez, là, normalement, on peut s'attendre à tel type de réaction. Si vous faites justement un communiqué de presse, à ce moment-là, si vous avez des groupes d'intérêt qui vont interagir, qui vont déposer un mémoire, par exemple, puis là, faire grand bruit de ça, ou d'autres vont déposer des mémoires qu'on n'entendra jamais parler, alors que souvent, c'était les mémoires les plus intéressants. Ça, je dis, des fois, c'est très particulier. Hein? C'est ça, la politique. Hein? Et surtout, c'est ça, le monde des médias. Ce qui fait la nouvelle, à un moment donné, peut faire 6 jours. Et d'autres fois, ça fait la nouvelle et le lendemain, on est passé à autre chose. Donc, qu'est-ce qui va suggérer ou qui va expliquer la vie d'une nouvelle, par exemple, la vie d'un enjeu des fois sur certains jours, mais des fois sur des mois et des mois. Hein? Donc, il ne faut pas négliger ça aussi. Puis même, on parle d'années. Hein? Bon, hein, ce qu'on appelait les accommodements raisonnables, on parle même de dizaines d'années, donc que c'est dans l'espace public. Et justement, comment on peut mettre le doigt là-dessus? Là? Comment on peut essayer de comprendre comment ça fonctionne? Bien, c'est de parler à des gens qui pratiquent ça, qui l'ont vécu, qui vont expliquer, qui vont nous parler d'expérience. Nous, on était arrivés avec tel truc, on est arrivés sur la place publique, on s'est fait lyncher littéralement. Pourquoi on s'est fait lyncher? Bien, ça nous permet de faire un petit peu un retour sur ce qui s'est passé et d'apprendre de ça. Ça, je dis, on va surtout apprendre de l'expérience qui a été faite parce qu'il n'y a pas de solution magique. Évidemment, quand vous allez voir, par exemple, parce que tout ce qui est communication politique, on pense, entre autres, aux firmes de relations publiques qui aident, qui volent au secours, littéralement, de politiciens, mais d'autres personnes aussi qui ont un problème lié avec ce qui se passe dans l'espace public, donc ils doivent s'excuser ou quoi que ce soit. Et souvent, c'est du cas par cas, hein, donc il n'y a pas de solution miracle en tant que telle, mais il y a ce qu'on appelle la gestion de crise en tant que telle, et il y a toutes sortes de différents protocoles qui sont appliqués. Et ça, sans être des recettes en tant que telles, on sait qu'est-ce qu'on peut faire, puis surtout, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Et ça, c'est important, puis ça, il y a moyen d'enseigner ça. Donc, c'est pas ça, je disais, même si ça semble intangible, il y a quand même des façons de faire, des procédures, dire, écoutez, quand on est face à tel type de situation, on a ces options-là, mais on n'a pas d'autres options que ça. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Ça pourrait être très novateur, mais oubliez ça. Donc, on peut encadrer ça, donc expliquer ça. Ça, je dis, on n'aura pas une recette magique en tant que telle, mais dites-vous que les gens qui travaillent en relations publiques font du très bon boulot. Et souvent, d'avoir la chance d'avoir des gens qui vont travailler dans ce domaine-là, qui vont pouvoir interagir avec nos étudiants, par exemple, fait en sorte que là, on comprend beaucoup plus
ah, OK, on a vu toute la théorie, on a vu comment la communication politique, ça pouvait influencer l'opinion publique, comment les gens réagissent, mais on n'a pas vu comment, justement, on peut jouer là-dessus. Donc, on peut intervenir, rendre ça différent et, on l'espère, avoir une fin heureuse qui va être bonne pour la société en général, donc à la fin de tout ça. Puis évidemment, ben nous aussi, hein, le côté droit, pas juste des projets de loi en tant que tel, mais le côté droit dans le sens aussi, tout ce qui peut se faire légalement aussi, c'est une préoccupation constante, là, surtout de nos jours. Peut-être que certains politiciens, à l'époque, pouvaient être un petit peu dire « Oh, ben, c'est peut-être pas si grave, l'important, c'est de sauver la face », mais non, ce n'est même plus dans l'ordre du jour aujourd'hui. Même les politiciens vont dire « Écoutez, ça va me rattraper si je le fais pas de toute façon. » Donc, même tous ces enjeux-là qui pourraient être au point de vue légal, donc de se poser des questions, est-ce que ça, j'avais le droit de le faire? Est-ce que ça, c'est possible? Qu'est-ce qui est éthique dans ce processus-là? Ce sont souvent des questions qui reviennent. Puis, tout ce qui est intervention médiatique, tout ce qui est opinion publique, remet toujours à l'avant-scène les questions éthiques. Parce qu'il y a ce qui est légal, mais il y a aussi, est-ce que c'est légitime? Et ça, la frontière, il y en a une, hein? Puis c'est pas la même chose. Puis des fois, oui, c'était légal. Est-ce que c'était légitime de le faire? Pas nécessairement. Et ça, souvent, les médias vont être là pour tout ça, tout cet aspect-là, où, OK, oui, c'était légal, il n'y avait pas de problème. Est-ce que c'était une bonne idée de le faire ou est-ce que, par rapport à la situation donnée, par rapport à des groupes en tant que tels, est-ce que c'était quand même une bonne chose de faire ça? Pas nécessairement. Puis souvent, on va profiter d'occasions comme ça pour appeler à un changement des choses. Puis un changement des choses suppose bien sûr qu'on va aller de l'avant avec peut-être d'autres projets de loi, etc. Donc, ou même aller plus loin avec un projet de loi actuel pour dire, bien, écoutez, il y a tout cet aspect-là qui n'a pas été couvert pour telle raison. Alors, tout ça, tous ces méandres-là qui se passent dans l'opinion publique, ça va se retrouver là. Ça va se retrouver, comme je disais, de différentes manières, mais c'est sûr que la préoccupation va être constante. On ne pourra pas l'évacuer. Elle est beaucoup trop importante parce que ce qui se passe au point de vue juridique et ce qui va se passer dans la société, la loi n'est pas quelque part, là, comme on dit, qui flotte dans les airs. Là. Elle est liée à la société dans laquelle elle est. Puis s'il n'y a pas une adéquation entre les deux, c'est souvent là qu'il y a des problèmes. Puis ça va se terminer au point de vue politique. On va faire rechanger des lois, etc. Donc, on va revenir, même à la limite, on va parler de trucs beaucoup plus durs. Donc, même les coups d'État, etc., peuvent être liés avec ça. Donc, s'il n'y a pas une sorte d'adéquation entre ce qui est fait au point de vue légal et ce qui est fait au point de vue de ce que les gens pensent, donc, ça, je dis l'opinion publique, la façon de voir les choses, les valeurs, s'il n'y a pas cette adéquation-là, tout tombe. C'est un château de cartes, hein? La politique, tout tombe. Donc, on recommence. Il faut faire une nouvelle loi et tout. Donc, la frontière est parfois très mince entre les deux. Bien, tout ce que vous dites est vraiment fort intéressant, d'autant plus que ça me confirme qu'on est bien parti dans le cadre de notre planification pédagogique pour le nouveau programme de droit et politique appliqué de l'État, parce que je vous écoutais, éthique, communication politique, c'est vraiment des choses qu'on a prévues, qui sont au menu de notre programme. Puis j'ajouterais toute la question, et c'est peut-être là où on est particulièrement innovant dans le programme, c'est qu'il y aura aussi de la communication autour du procès simulé, parce qu'on sait que lorsqu'il y a des procès qui sont très politiques, sur des questions de partage des compétences ou de liberté fondamentale, eh bien, les avocats font leur plaidoirie devant le juge, mais après ça, font la plaidoirie, j'allais dire, devant les journalistes, un autre type de plaidoirie, parce que ça prend de la communication de plus en plus autour des procès politiques, et on verra ça aussi dans notre programme. Alors, ben, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des questions entourant la communication politique, l'opinion publique. On a vraiment fait un tour d'horizon très large et très intéressant. Donc, vous avez écouté Affaires d'État, décoller nos tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode en compagnie de la professeure Catherine Côté, que l'on remercie chaleureusement. Je suis Guillaume Rousseau, je suis accompagné de ma co-animatrice Héloïse Desaulniers-Goulet, que je remercie également pour la participation et la co-animation. Pour plus d'informations sur ce balado ou sur les nouveaux programmes de droit et politique appliqués de l'État, vous pouvez nous écrire par courriel au dpae.droit@usherbrook.ca ou encore visiter notre page web. Donc, si vous allez sur Google, droit et politique appliqué de l'État, DESS, droit politique appliqué de l'État, Université de Sherbrooke, vous allez nous trouver. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous dis, on se revoit au prochain épisode.